Les professionnels de la politique monopolisent toujours l'accès à la fonction de maire. Les données actuelles alimentent utilement, bien sûr, le débat sur la démocratie locale. Les maires, les élus, on s'interroge quand même, sont-ils toujours représentatifs de la population citoyenne? Aujourd'hui, plus que jamais, ce sont plutôt les dispositions au métier politique que le mandat de maire qui se transmettent. Au cœur de tout ceci, quel profil pour les grandes municipalités du Bénin? Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue dans Bénin Communal. Pour en parler, je reçois pour vous Franck Kinevo. Il est spécialiste des questions de décentralisation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci et merci pour l'invitation. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif même du sujet, on rappelle quelques enjeux de la décentralisation aujourd'hui. Oui, vous savez, la décentralisation est intervenue de façon formelle et pratique en 2003, après les élections de 2002, décembre 2002 et janvier 2003. Alors, quel était le constat? Le constat est parti de la conférence nationale où les délégués ont estimé que le système de gestion de notre territoire orienté vers la centralisation et la déconcentration ne permettait pas au Bénin d'avoir un développement réel. Parce que le vrai développement doit partir des communautés à la base. C'est-à-dire, on ne peut pas développer des territoires en ignorant ceux qui vivent quotidiennement dans ces territoires-là. Donc, le constat était clair qu'il fallait donc une décentralisation du pouvoir, donc rapprocher le pouvoir des populations à la base dans un premier temps, mais accompagner ce rapprochement du pouvoir avec ce qu'on appelle la démocratie locale, c'est-à-dire impliquer les citoyens dans les prises de décision au niveau des collectivités territoriales. Et ça c'est les deux enjeux de la décentralisation au Bénin, c'est-à-dire promouvoir le développement local dans un contexte de démocratie à la base. Et ça, après 17 ans, il y a un bilan quand même qui est reluisant, même si, on doit le dire, on aurait pu faire nettement mieux. Alors, au regard de tout cela, aujourd'hui, qu'est-ce qui entre en jeu dans l'édiction du profil des élus et des maires? Vous savez, pour être élu, parce que le maire, c'est d'abord un élu communal ou municipal, il faut, en plus de ce que la loi dit, qu'il faut avoir 18 ans révolus, il faut être citoyen béninois, il faut être inscrit sur la liste électorale, il ne faut pas être agent d'une collectivité territoriale, il ne faut pas être agent d'une mairie ou d'un arrondissement. En plus de ces critères-là, il faut d'abord être passionné pour le développement. Il faut être préoccupé, il faut avoir le fardeau des problèmes de sa cité. On ne vient pas dans une collectivité territoriale comme élu simplement parce qu'on veut remplir un poste, on veut assumer un mandat électoral. Non, on vient pour travailler avec la population, recueillir les attentes de la population et les défendre au niveau du conseil communal ou municipal. Donc, premier élément, il faut être disponible. Ce n'est pas un travail de bureau où, comme dans l'administration publique où un ministre peut rester dans son bureau pendant des mois, mais un élu ne peut pas rester dans son bureau pendant des mois. Donc, premier élément, il faut avoir le fardeau pour le développement de sa localité, de sa communauté. Deuxièmement, il faut être disponible. Il faut être proche des populations. Mais troisièmement, c'est vrai que notre loi n'a pas donné un niveau intellectuel. Il faut savoir juste lire et écrire. Et en réalité, dans la pratique, c'est savoir juste lire et écrire son nom. Parce que si on veut tester quelqu'un, on lui demande d'écrire son nom. Donc, si vous arrivez à écrire votre nom, c'est que vous êtes de facto... vous remplissez les conditions. Donc, ça, c'est ce que la loi a dit. Mais dans la pratique, l'administration se gère dans la langue française. Donc, il faut comprendre les rapports, il faut comprendre les lois, il faut comprendre tout le mécanisme de
de procédures administratives pour être à la hauteur. C'est vrai qu'il y a un personnel technique à la disposition des élus, mais il faut comprendre le langage de l'administration. Troisièmement, il faut avoir une expérience des affaires locales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 17 ans de décentralisation. Il y a des gens qui ne se sont jamais intéressés à la gestion de leur cité, de leur localité, et veulent être maires. Non, c'est-à-dire, il faut commencer les choses par la base. C'est même ça la leçon que nous tirons de la décentralisation. Il faut commencer les choses dans son quartier, dans son arrondissement, dans sa commune, avant d'aller au niveau national. Donc, il y a un défi d'expérience. Il y a aussi un défi de leadership. Parce que quand vous êtes maire, vous êtes élu d'une localité, vous êtes maire d'une commune, vous représentez à la fois ceux qui ont voté pour vous et ceux qui n'ont pas voté pour vous. Donc, vous devez rassembler autour de vous. Si vous n'avez pas ce leadership, cette capacité de rassembler les gens, parce que le leader, c'est qui? Le leader, c'est quelqu'un qui voit loin, qui a une vision et qui est capable de partager cette vision-là avec ceux qui doivent en bénéficier. Donc, il y a ce défi de leadership. Et je crois aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu le fonctionnement de nos collectivités territoriales, on ne dirait pas, ça va surprendre beaucoup de spécialistes que je dise qu'il faut connaître un peu la politique. Pourquoi? Parce que on parle de développement, on parle de rassembler, on parle de lorsque vous êtes élu maire, vous devez transcender les partis politiques qui vous ont porté au pouvoir. Mais en même temps, être maire, c'est quand même faire de la politique. Et on ne s'improvise pas politicien. Depuis 1990, le Bénin a cette particularité de porter au pouvoir présidentiel des gens qui ne sont pas des sérails politiques, des gens qui n'ont pas fait le système partisan que nous connaissons au Bénin. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne côtoient pas, n'ont pas une expérience politique. Moi, je ne suis pas dans un parti politique actuellement, mais je côtoie la politique. J'ai travaillé avec les politiciens, donc je côtoie. C'est la même chose. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ne sont pas dans le système partisan, mais qui côtoient la politique. Donc ce n'est pas faire de la politique politicienne, mais c'est maîtriser les rouages de la politique. Vous pensez qu'entre côtoyer et être au charbon, vous donne... Dans tous les cas, oui. Celui qui côtoie et qui est intelligent, il apprend. Celui qui côtoie et qui fait attention, il apprend. Comme le politicien qui subit des expériences, qui fait des expériences et qui grandit sur le plan politique. Donc, la question politique, il ne faut pas négliger ça. Aujourd'hui, si je suis bien cette dernière analyse, est-ce qu'on peut déduire du profil des élus la nature des politiques mises en œuvre? Oui, vous savez, lorsque vous êtes élu à la tête d'une commune, c'est que vous portez un projet de ville, un projet communal qui va être traduit dans le plan de développement de la commune. Et c'est ça qui va être mis en œuvre. Si vous êtes sensible aux gens, on verra que dans la commune, vous allez développer des activités pour l'autonomisation des femmes, pour l'éducation des femmes. Vous allez nommer peut-être 20, 30, 40% de femmes dans l'administration. Donc, si nous ne sommes pas encore à l'étape où il faut mettre en place des politiciens idéologues, doctrinaire, c'est-à-dire je suis de droite, donc voilà les politiques qu'un élu de droite peut mener. Je suis de gauche, voilà les politiques qu'un élu de gauche peut mener. Je suis centriste, voilà les politiques qu'un élu centriste peut mener. Nous n'en sommes pas Nous n'en sommes pas là. Donc, nous devons donc nous fier
à l'expérience de la classe politique, à l'expérience de ceux qui sont maires. Nous allons nous fier à leur sensibilité et c'est pour ça que la dimension politique du maire ne doit pas être négligée. Parce que d'abord, traverser 2 élections. Pour être maire, il faut être élu au suffrage universel direct et il faut être élu par le conseil communal. Donc, traverser 2 élections, c'est quand même faire de la politique. Est-ce que aujourd'hui, l'expérience d'un poste nominatif stratégique suffit à vous permettre de briguer sans apprentissage la mairie? Parce que lorsque vous dites que oui, il faut de l'expérience politique, et que, bon, par le passé, j'ai été à un poste nominatif, stratégique, donc d'une manière ou d'une autre, un peu politique, est-ce que ça suffit pour que je prétende à être maire? Vous savez, premièrement, l'idée que je développais, c'est de dire qu'il faut connaître comment la politique fonctionne au Bénin. Okay. Deuxièmement, si vous faites de la politique, c'est pas mauvais. Troisièmement, si vous côtoyez les politiciens, ça peut être utile, ça peut être une masse d'expérience. Mais la meilleure expérience politique, c'est celle qui vous conduit à développer votre cité. La meilleure expérience politique, c'est celle d'un citoyen qui, sans mandat, sans poste nominatif, arrive à mobiliser des ressources pour construire des points d'eau, pour réparer des pistes dans sa commune. Et donc, vous verrez des leaders politiques, des leaders communaux qui n'ont jamais fait la politique dans un système partisan, qui n'ont jamais été nommés dans l'administration publique, mais qui ont forgé leur expérience politique en se mettant au service de leur communauté. Donc aujourd'hui, l'activisme social doublé d'une bonne trajectoire politique peut faire élire facilement un élu. Oui, et donne un profil d'expérience à un élu pour faire face aux défis de développement local et de promotion de la démocratie dans les communes. Donc ça, c'est un ensemble d'expériences qu'il faut rechercher, notamment lorsque nous parlons des grandes villes. Dans tous les pays du monde, les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Calavi, par exemple, dans le contexte béninois, ces villes-là sont confiées non pas à des novices, mais à des hommes qui ont fait leurs preuves un peu partout, qui ont fait leurs preuves dans le milieu des affaires, qui ont fait leurs preuves sur le plan politique, qui ont fait leurs preuves sur le plan administratif, etc. Donc, il faut, parce que, regardez une ville comme Cotonou, il y a beaucoup d'enjeux qui s'entremêlent dans sa gestion. Donc, il ne faut pas que quelqu'un prenne la ville de Cotonou sans expérience. Ça va tâtonner. Or, on n'a pas le temps de tâtonner. Alors, Franck Kinivor, vous êtes spécialiste des questions de décentralisation. Aujourd'hui, après 17 ans d'expérience de ce processus, on remarque bien qu'on glisse vers la désignation d'une façon standardisée d'accomplir le rôle d'élu local, quel que soit le profil antérieur du détenteur de ce rôle. Aujourd'hui, quand on fait le tour avec les grandes municipalités, Cotonou, nous avons Lucas Tropo, enfin les grands profils qui se dégagent. Nous avons Lucas Tropo, nous avons le maire qui a joué les intérimaires, Isidore Nyonfou. Nous avons dans une certaine mesure Gastien Diaboni. À Parakou, celui qui se dégage enfin, de la mêlée, c'est Charles Toko. À Porto-Novo, Emmanuel Zossou du PRD et Charles Malignacotti qui a quand même la côte assez forte et Calavi où il y a le maire sortant Georges Bada et l'UDBN. Au regard de tout ceci, dites-nous à quel schéma on pourrait s'attendre? Merci beaucoup. D'abord, il faut regarder le contexte. Nous sommes dans un contexte où le gouvernement a fait l'option, et ça, il faut vraiment l'en féliciter, de faire d'énormes investissements dans les grandes villes. Oui. Vous prenez Cotonou aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de milliards qui sont en train d'être investis
dans cette ville-là pour en faire une ville moderne. Alors, si vous regardez ce contexte-là, et vous regardez deuxièmement le contexte international marqué par l'agenda 2030, où des fonds existent, mais il faut avoir la capacité d'aller chercher ces fonds-là. Comme les Sénégalais, comme l'Afrique anglophone, où les maires arrivent à mobiliser des milliards de francs CFA pour leur collectivité. Donc, il faut que la mandature qui arrive là, qui commence en juillet là, il faut que, à la tête des communes béninoises, on puisse avoir des maires capables, dans un premier temps, de fédérer avec ce que le gouvernement fait actuellement, c'est-à-dire rentrer dans cette dynamique. Deuxièmement, aller sur le plan international pour capter les milliards qui existent par rapport à l'agenda 2030, par rapport au fonds climat et par rapport à la coopération décentralisée. Moi, je pense qu'il faut être tout au moins un maire qui ne soit pas en hostilité avec le pouvoir en place. Et de ce point de vue, je pense qu'à Cotonou, et après une semaine de campagne, je ne vois pas véritablement d'autres forces que les personnes que vous avez citées tantôt, qui incarnent quand même à Cotonou cet avenir de la ville phare de notre pays. Vous avez cité Luc Atropo, qui est avec le maire sortant du même parti, ce qui est important. Et je voudrais faire une parenthèse pour expliquer aux gens que les lois aujourd'hui ont amené des spécificités. C'était pour 40% pour avoir la majorité absolue dans l'arrondissement, ça existait déjà. Mais aujourd'hui, il y a les 10% au niveau national, il y a les 10% au niveau de l'arrondissement. Donc, il faut tenir compte de ce contexte législatif pour faire un vote utile. Parce que si les voix sont émiettées, ça va donner un conseil communal instable et ça va amener l'instabilité au niveau des collectivités. Donc, premier élément, je retiens que le maire, à défaut d'être élu au sein des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, ne doit pas envisager d'hostilité avec le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait et qui vient du gouvernement. Notre souhait en tant qu'acteur de la décentralisation, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement puisse mettre en place des intercommunalités pour gérer ces investissements-là. Regardez, on est en train de faire le projet asphaltage qui transforme plusieurs villes sur le plan de la mobilité urbaine. On va ajouter l'éclairage public. Ensuite, avec le Grand Nokoué, regardez le travail qui a commencé, où c'est des milliers de personnes qui travaillent sans désemparer pour nettoyer les rues, pour faire l'assainissement. Il y a d'autres volets qui concernent les ordures et autres. Il y a le programme d'accès universel à l'eau potable. Il y a les marchés qui vont permettre aux communes d'avoir ce qu'on appelle les ressources propres en augmentation. Donc, tout ça là, moi je pense que celui qui doit être maire au niveau de ces grandes villes-là doit être en bonne intelligence avec le gouvernement. Actuellement, le maire qui va sortir, qui a joué les intérimaires, Isidore Nyolonfou, a un bilan plus ou moins mitigé. Il y a la nouvelle peau qui est Gastien Adjaboni, mais à côté, il y a celui qui alimente tous les débats actuellement, Luc Atropo, qui a été parachuté, on va dire.
Alors, aujourd'hui, on sait, le contexte, j'ai pas fini. Quand vous parlez de parachutage. Oui, et d'abord ce parachutage qui, par nos sociétés, aujourd'hui, est de moins en moins accepté par les électeurs quand on regarde dans le rétroviseur. Est-ce que on assistera à une désignation ou une acceptation du parachutage? Le mot parachutage, oui. D'abord, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif parce qu'on a vu. D'abord, si vous prenez le parcours de Luc Atropo à Boycon, il s'est fait élire dans plusieurs arrondissements. Il a fait 3 élections communales et municipales. Il ne s'est pas présenté dans les mêmes arrondissements. Ce qui fait déjà de lui quelqu'un qui prend des risques. Deuxièmement, quand vous regardez le parcours de ce jeune homme-là, vous verrez que non seulement les gens lui ont fait confiance à Boycon, mais les gens lui ont fait confiance pour l'Union des communes du Zou, les gens lui ont fait confiance pour l'Association des communes du Bénin. Ça veut dire qu'il a bénéficié d'une confiance dans Boycon, dans le Zou, au niveau national. Mais au niveau international, moi je travaille avec le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, où il est actuellement le premier vice-président. Donc il y a une reconnaissance au niveau sous-régional. L'AIRF, l'Association internationale des régions francophones, il est membre du conseil d'administration. Je pense qu'il a l'expérience aujourd'hui. Il a fait face à des adversités et aujourd'hui, il est capable de fédérer les énergies au niveau de Cotonou, de développer les relations avec le gouvernement pour obtenir davantage du gouvernement, d'aller au niveau international. Vous regardez la commune de Boycon et l'ANCB qu'il préside ont gagné beaucoup d'appels d'offres internationaux de financement. Et Cotonou a besoin de rentrer dans ces fonds. Mais la commune de Boycon a tellement gagné beaucoup d'appels d'offres internationaux que les résultats ne sont pas visibles, on ne voit rien. Aujourd'hui, lorsque on veut bien opposer son bilan, le bilan d'un maire, oui, dans un contexte où l'État n'a pas transféré les ressources, on est à moins de 5% de transfert des ressources. On s'attend à un niveau de transfert de 10, 15, 20%. Nous sommes encore à moins 5%. Donc, il a les compétences, les communes ont les compétences, mais les ressources sont encore au niveau de l'État. Mais la vision, les réalisations, ce qu'il a pu faire avec les maigres ressources, il faut qu'on puisse l'évaluer là-dessus. Deuxièmement, je parle de ces projets pour mobiliser des financements internationaux parce que la capacité de Cotonou, c'est celle de Boycon démultipliée. Lorsque vous êtes dans la plus grande ville du pays et que vous allez sur le plan international, les choses sont plus simples pour vous. Donc quelqu'un qui a déjà fait cette expérience dans une commune à un niveau inférieur peut valablement aller plus loin pour Cotonou. Et la troisième chose, c'est la coopération décentralisée. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont mobilisé beaucoup de ressources pour développer leur territoire avec la coopération décentralisée intelligente. Ensuite, je prends Porte-Novo. Porte-Novo, aujourd'hui, doit rentrer dans une stabilité municipale. Vous savez, depuis 2003, chaque maire fait 5 ans. Je trouve que ce n'est pas suffisant pour accumuler d'expérience et pour développer une ville capitale. Surtout que le PRD se réclame de la majorité présidentielle. Donc il faudrait qu'on puisse négocier avec le gouvernement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 4 opportunités pour les collectivités territoriales. Il y a le gouvernement qui affiche une volonté d'investir beaucoup de ressources pour le développement local. Il y a l'agenda 2030 qui permet de mobiliser des ressources, mais il faut des procédures complexes.
Il y a la coopération décentralisée et il y a aussi l'innovation, l'intelligence pour valoriser les potentialités de la commune et avoir des ressources propres. Est-ce que ça profiterait aujourd'hui à Porto-Novo avec de faire encore le choix du PRD quand on connaît un tout petit peu son instabilité? Non, je pense que le PRD aujourd'hui joue sa survie, son avenir. Si jamais le PRD n'arrive pas à réunir les 10% au niveau national pour valider ses scores au niveau des communes, ça veut dire que le PRD va disparaître. Parce que le PRD n'aura aucune influence sur la présidentielle de l'année prochaine. Revenons au cas d'Abomey-Calavi, qui est également une très grande commune du Bénin. Nous avons le bilan de Georges Bada et de l'autre côté, en face de lui, l'UDBN de Claudine Prudencio. On ne peut ne pas parler de la candidature de l'ex-maire, Patrice Ousou-Guédé. Oui, vous savez, moi je pense que pour Calavi, Abomey-Calavi aujourd'hui, il faut opter pour la continuité. Ça c'est un point de vue personnel. Pourquoi? Parce que Abomey-Calavi aujourd'hui se positionne comme la commune qui va bénéficier, si Cotonou ne sait pas faire, Abomey-Calavi va lui ravir la vedette parce que le gouvernement veut faire l'aéroport international de Glojibé à Calavi, les cités administratives à Calavi, les cités, les logements sociaux. Vous savez, j'ai visité un site à Ouedo, je crois, où c'est totalement écologique, hein, et c'est en cours de réalisation. Calavi va bénéficier d'un gros transfert d'une partie des transactions du marché d'Antopa avec les marchés de gros et autres. Et moi, je pense que pour que ce processus se fasse, il faut un homme qui travaille en bonne intelligence avec le gouvernement. Et je pense que Georges Bada remplit véritablement les conditions pour... D'abord, il a fait une première expérience dont il a tiré les leçons. Et aujourd'hui, il est vraiment bien outillé pour aider Calavi à décrocher ces gros investissements. Et ce ne sera pas tout. Il faudra maintenant que la mairie elle-même, comme ils l'ont commencé, je crois que Calavi doit être autour de 6 milliards de budget, il faut aller plus loin parce qu'il y a du potentiel. C'est-à-dire celui qui est maire de Calavi avec d'innovation peut aller très loin parce qu'il y a une marge de progression. Si en plusieurs années, nous n'avons pas eu d'innovation, nous n'avons rien eu, est-ce qu'il faut prôner pour la continuité improductive? Vous savez, le bilan d'un maire, je l'ai dit tantôt, oui. Il faut aller sur le terrain pour voir d'où est-ce qu'il a pris la commune, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il reste à faire. Il y a un plan de développement communal. Il faut l'évaluer pour voir le pourcentage de réalisation. Ce qui me gêne un peu dans ces élections, c'est que on a été tous surpris alors qu'on savait depuis 2015 qu'on allait faire les élections parce qu'on se disait avec ce virus-là, bon, est-ce qu'on allait faire les élections et autres. Du coup, on n'a pas pu évaluer les maires sortants. On n'a pas pu faire un vrai débat de fond sur les enjeux de la décentralisation. Et aujourd'hui, il faut trouver des paramètres pour choisir. Et moi, je pense que les paramètres de choix, travailler avec le gouvernement. Faisons cette expérience au niveau des grandes villes, parce que souvent, les grandes villes ont toujours été dans l'opposition et ça n'a pas été produit. Ça impacte forcément sur l'avancement du développement local. Donc, faisons cette expérience et regardons ce que ça va donner. Et à Parakou, pour finir. À Parakou, je vais vous dire, tout ce que je dis, ce n'est pas l'expert qui parle, mais c'est le citoyen. Okay. Et je pense que Charles Toko a commencé quelque chose. Il faut le laisser aller loin parce que Parakou aujourd'hui doit revendiquer sa part d'investissement venant du gouvernement.
Parakou aujourd'hui doit bénéficier d'un programme spécial pour son développement parce que c'est Parakou qui doit tirer les communes de la zone vers le développement. Donc il faut beaucoup investir dans Parakou et je pense que Charles Toko, j'ai apprécié son esprit d'innovation, j'ai apprécié les efforts pour augmenter les ressources propres, pour consommer les ressources disponibles. Il faut qu'il aille plus loin maintenant pour négocier avec le gouvernement un programme d'investissement sur Parakou pour permettre à la ville de Parakou d'avoir une économie prospère pour attirer, pour tirer les autres communes de la zone dans le cadre, sur le plan économique, sur le plan de l'intercommunalité et autres. Alors, mesdames, messieurs, quel profil pour les grandes municipalités du Bénin? Nous sommes au terme de cette émission. Franck Kinevo, votre mot de fin. Je voudrais conclure en disant vraiment que c'est une forte conviction que j'ai. Les gens peuvent... ça peut susciter des polémiques, mais je voudrais vraiment que les grandes villes, Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, soient dirigées par des maires qui travaillent en bonne intelligence avec le gouvernement en place afin de bénéficier des dispositions favorables de ce régime pour les investissements en matière de développement local. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Le maire, bon père de famille d'autrefois, a fait place au maire entrepreneur, innovateur, dynamique. Eh bien, aujourd'hui, Franck Kinevo prône pour l'expérience des communes en phase avec le gouvernement. Quel profil pour les grandes municipalités du Bénin? C'était le thème de Bénin communal aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.